le 17 février 1944, à exactement 14h27. Un officier japonais se tient sur le pont du croiseur léger Katori, jumelles pressées contre son visage, scrutant l'horizon sud avec une intensité qui confine à la prière. Derrière lui, le lagon de Truk brûle. Des colonnes de fumée noire s'élèvent si haut qu'elles obscurcissent le soleil tropical. L'odeur de cordite et d'huile brûlée imprègne l'air salé. Des centaines d'avions japonais ont été réduits en débris tordus. Des dizaines de navires marchands reposent maintenant au fond du lagon, leurs coques éventrées pointant vers le ciel comme des doigts accusateurs. Mais ce n'est pas ce qui terrifie cet officier en ce moment précis. Ce qui le terrifie, c'est ce qu'il ne peut pas voir. À 32 milliards au sud, plus de 18 miles terrestres, bien au-delà de la portée de ses jumelles, bien au-delà de la capacité de ses télémètres optiques, deux cuirassés américains le traquent. Et dans quelques secondes, ils vont ouvrir le feu sur une distance que toute sa formation, toute sa doctrine militaire, toute l'expérience accumulée de la marine impériale japonaise, depuis la bataille de Tsushima en 1905, lui disent être impossible. Il ne le sait pas encore, mais il est sur le point de devenir témoin d'une révolution dans la guerre navale. Une révolution qui prouvera que tout ce en quoi le Japon a cru concernant le combat de cuirassés était fondamentalement, catastrophiquement faux. Et dans 11 minutes, il sera mort. Comprenez d'abord ce qu'était Truk. Pendant 2 années entières, cette base navale, nichée dans l'archipel des Carolines au cœur du Pacifique central, avait été considérée comme inviolable. Les Américains l'appelaient le Gibraltar du Pacifique, et ce n'était pas de l'hyperbole. Un anneau de récifs coralliens formait une barrière naturelle presque impénétrable. À l'intérieur, un lagon de 40 miles de diamètre pouvait abriter la flotte combinée japonaise tout entière. Des centaines d'avions Zéro stationnaient sur 4 aérodromes. Des batteries côtières hérissaient les îles environnantes. Des dépôts de munitions, des installations de carburant, des chantiers navals de réparation. Truk était une ville militaire flottante, le cœur battant de la puissance navale japonaise dans le Pacifique. Aucun amiral américain n'avait osé s'en approcher directement, jusqu'à maintenant. L'opération Hailstone, c'était le nom de code, avait commencé avant l'aube. La Task Force 58, sous le commandement de l'amiral Mark Meacher, était apparue comme un spectre hors de l'obscurité prématinale. 9 porte-avions, 6 cuirassés rapides, 10 croiseurs, plus de 28 destroyers, et surtout plus de 500 avions embarqués. Les premières vagues avaient frappé à 6h45 du matin. Ce qui suivit fut moins une bataille qu'une exécution systématique. Les pilotes japonais, surpris au sol alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, n'avaient eu aucune chance. Leurs avions avaient explosé sur les pistes avant même d'avoir pu démarrer leurs moteurs. Les navires marchands, serrés dans le lagon comme des sardines dans une boîte, étaient devenus des cibles immobiles pour les bombardiers en piqué Helldiver et les torpilleurs Avenger. En quelques heures, le Gibraltar du Pacifique s'était transformé en cimetière. Mais ce qui allait suivre, l'engagement de surface au nord-ouest de Truk serait différent. Ce ne serait pas une exécution, ce serait une leçon qui prouverait que la marine impériale japonaise avait construit toute sa stratégie navale sur une illusion qui allait être détruite obus, par 2 cuirassés américains dotés d'une technologie que les Japonais connaissaient théoriquement, mais dont ils n'avaient jamais vraiment compris l'impact. Pour comprendre le choc psychologique que l'engagement à Truk allait infliger aux amiraux japonais, nous devons d'abord comprendre comment ils pensaient. La doctrine navale japonaise depuis 1905 reposait sur un concept appelé Kantai-Kessen, la bataille décisive de la flotte. C'était plus qu'une simple stratégie tactique. C'était une philosophie, presque une religion militaire, qui imprégnait chaque aspect de l'entraînement naval japonais. Le concept était élégant dans sa simplicité. Quand la flotte américaine traverserait inévitablement le Pacifique pour affronter le Japon, il y aurait une seule grande bataille. Une rencontre titanesque entre lignes de bataille. Les cuirassés japonais, entretenus à la perfection, commandés par des équipages hautement qualifiés, animés par un esprit combatif supérieur issu de décennies de discipline Bushido, affronteraient les cuirassés américains dans un duel d'artillerie décisif. Et ils gagneraient. Pas nécessairement parce que leurs navires étaient supérieurs, bien que les Japonais croyant qu'ils l'étaient, mais parce que leurs hommes étaient supérieurs, parce que leur volonté était plus forte, parce que leur entraînement était plus rigoureux.
parce que l'esprit japonais, le Yamato Damashi, compenserait tout désavantage matériel. Cette croyance n'était pas née du vide. Elle avait été forgée dans le feu de la bataille de Tsushima en 1905, où l'amiral Togo Heihachiro avait anéanti la flotte russe dans ce qui restait la plus grande victoire navale de l'histoire moderne. Les tactiques de Togo, se rapprocher à portée moyenne, utiliser la formation en ligne pour maximiser la puissance de feu, exploiter l'entraînement supérieur des canonniers japonais, étaient devenues paroles d'évangile. Mais Tsushima s'était déroulé en 1905. Nous étions maintenant en 1944. Et pendant ces 39 années, la technologie navale avait évolué d'une manière que la doctrine japonaise n'avait jamais pleinement intégrée. Voici le point critique que les théoriciens navals japonais n'avaient jamais vraiment saisi. Ils croyaient que les batailles de cuirassés se joueraient à des portées de 10 à 15 miles. Pourquoi? Parce que c'était la portée effective des télémètres optiques. À ces distances, un opérateur de télémètre hautement entraîné pouvait mesurer avec précision la distance à la cible. Un observateur de chute d'obus expérimenté pouvait voir où les salves atterrissaient et communiquer des corrections. Un officier de contrôle de tir compétent pouvait calculer les ajustements nécessaires pour compenser le mouvement du navire, le vent, la température. À ces portées, l'élément humain, l'habileté, l'expérience, l'entraînement comptaient énormément. Et c'était précisément le point. La doctrine japonaise valorisait ce qui rendait l'élément humain décisif. Il voulait combattre à des portées où le courage et la compétence pouvaient faire pencher la balance, où un équipage supérieur avec un esprit combatif supérieur pourrait surpasser un adversaire mieux équipé mais moins déterminé. Tirer au-delà de la portée visuelle, engager à 18, 20, 23 miles, c'était considéré non seulement comme difficile, mais comme fondamentalement inefficace. Comment pouviez-vous toucher ce que vous ne pouviez pas voir? Comment pouviez-vous ajuster votre tir si vous ne pouviez pas observer où vos obus tombaient? Comment pouviez-vous même savoir si votre cible manœuvrait? La réponse japonaise était simple. Vous ne pouviez pas. Donc vous ne devriez pas essayer. Mieux valait réduire la portée, fermer avec l'ennemi, combattre à des distances où l'entraînement japonais supérieur et l'esprit combatif pouvaient être pleinement utilisés. Cette logique n'était pas stupide. Elle était parfaitement rationnelle, si vous viviez en 1905. Mais ce n'était plus 1905. Et les Américains étaient sur le point de le démontrer d'une manière que les Japonais ne pourraient jamais oublier. Parlons du secret qui allait changer la guerre navale à jamais. Son nom était peu inspirant. Système de contrôle de tir Mark 8. Pour l'œil non averti, cela ressemblait à une boîte en acier montée au sommet du mât principal d'un cuirassé. Mais à l'intérieur de cette boîte se trouvait quelque chose de révolutionnaire, un radar capable de détecter des navires à des distances dépassant 40 miles et de transmettre instantanément des données de portée et de relèvement précises à un ordinateur de contrôle de tir. Attendez, un ordinateur? En 1944? Oui, mais pas le genre d'ordinateur que vous imaginez. L'ordinateur de contrôle de tir Mark 1A, connu sous le nom de Rangekeeper, était une merveille de l'ingénierie mécanique analogique. Imaginez une pièce entière remplie d'engrenages, de cames, de tringleries, de disques rotatifs, des milliers de composants usinés avec une précision microscopique, tous travaillant ensemble pour résoudre des équations différentielles en temps réel. Parce que c'est ce qu'est réellement l'artillerie navale à longue portée, un problème mathématique incroyablement complexe. Vous ne pointez pas simplement un canon vers une cible et vous tirez. Vous lancez un projectile de 1200 kg dans une trajectoire parabolique qui atteindra un pic à plus de 11 km d'altitude. Ce projectile voyagera pendant plus de 60 secondes avant d'atteindre sa cible. Pendant ces 60 secondes, votre navire se déplace, la cible se déplace. Le vent pousse l'obus d'un côté. La rotation de la Terre elle-même, l'effet Coriolis, dévie la trajectoire. La densité de l'air change avec l'altitude, affectant la résistance aérodynamique. La température de la poudre dans votre charge propulsive affecte la vitesse initiale. L'usure du tube du canon après des dizaines de coups change subtilement la balistique. Vous n'essayez pas de toucher où la cible est. Vous essayez de toucher où la cible sera dans une minute. Avant le Rangekeeper, ce calcul était effectué par des êtres humains.
Des officiers hautement qualifiés avec des règles à calcul et des tables balistiques travaillant furieusement pour calculer des solutions de tir. Le processus prenait du temps. Les premières salves servaient à trouver la portée, tirer long, tirer court, puis ajuster. Vous pourriez avoir besoin de tirer 20, 30, même 40 salves avant de commencer à marquer des coups. Et cela ne fonctionnait que si vous pouviez voir la cible, voir où vos obus tombaient et avoir le temps de faire tous ces ajustements. Le rangekeeper changeait tout. Alimenté par des données radar continues, position de la cible, vitesse, cap, l'ordinateur mécanique calculait automatiquement la solution de tir optimale. Pas une fois, mais en continu, mettant à jour les calculs plusieurs fois par seconde. Il tenait compte de tout, votre propre vitesse et cap, le vent, la température, l'usure du canon. Il prédisait où la cible serait quand l'obus arriverait. Il ajustait l'élévation et l'azimut des canons automatiquement. Le résultat? La première salve pouvait manquer, la deuxième se rapprocherait, la troisième ou quatrième toucherait. Vous pouviez engager des cibles que vous ne pouviez même pas voir à l'œil nu. Dans le brouillard, la nuit, au-delà de l'horizon. Tant que le radar pouvait détecter la cible, les canons pouvaient l'engager avec une précision mortelle. Maintenant, voici ce que les Japonais savaient. Ils savaient que les Américains avaient du radar. Leurs attachés navals à Washington avant la guerre avaient déposé des rapports détaillés. Ils connaissaient les spécifications techniques des cuirassés américains. Ils savaient que les systèmes de contrôle de tir dirigés par radar existaient. Ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas intérioriser sans le voir au combat, c'était l'ampleur de l'avantage que cela conférait. Parce que comprendre intellectuellement qu'un système existe et vivre l'expérience d'être à sa merci sont deux choses complètement différentes. Les Japonais étaient sur le point d'apprendre cette différence de la manière la plus brutale possible. À bord du croiseur lourd USS Indianapolis, l'amiral Raymond Spruance étudiait les rapports qui affluaient de ses porte-avions. Les chiffres étaient impressionnants. Plus de 200 avions japonais détruits, 3 croiseurs légers coulés dans le lagon, 6 destroyers anéantis, 32 navires marchands envoyés par le fond. L'opération Hailstone était déjà un succès spectaculaire. Dans quelques heures, la Task Force 58 pourrait se retirer, laissant Truk complètement neutralisé comme base opérationnelle. Mais un rapport avait attiré l'attention de Spruance. 4 navires japonais avaient réussi à s'échapper du lagon par la passe nord à 4h30 du matin, juste avant le début des frappes aériennes. Le croiseur léger Katori, le croiseur auxiliaire Akagi Maru, les destroyers Maikaze et Nowaki, et un petit dragueur de mine, le Shunan Maru Nere 15. Ils filèrent maintenant vers le nord à vitesse maximale, espérant atteindre Saipan avant d'être rattrapés. Spruance avait une décision à prendre. La procédure standard était claire. Laisser les porte-avions finir le travail. Envoyer une frappe aérienne pour éliminer les fuyards. C'était efficace, sûr, et c'était exactement ce que ses officiers d'état-major recommandaient. Pourquoi risquer des navires de surface quand les avions pouvaient faire le travail à distance? Mais Spruance voulait quelque chose de différent. Il voulait un engagement de surface. Comprenez le contexte. En février 1944, la guerre dans le Pacifique avait déjà prouvé de manière décisive que l'ère du cuirassé comme arme navale suprême était terminée. Mer de Corail, en mai 1942, 2 flottes de porte-avions s'étaient affrontées sans que les navires de surface ne se voient jamais. Midway en juin 1942, 4 porte-avions japonais coulés par des avions embarqués, tournant le cours de la guerre. Les batailles dans les îles Salomon, encore et encore, les avions prouvaient qu'ils pouvaient frapper plus loin, plus fort, avec plus de précision que n'importe quel canon naval. Les cuirassés avaient été relégués à des rôles d'escorte, protection anti-aérienne pour les porte-avions, bombardement côtier, présence imposante mais largement symbolique. Et Spruance le savait. Il était l'un des commandants navals les plus brillants et les plus réalistes de la marine américaine. Il n'était pas un romantique nostalgique de l'âge d'or des cuirassés. Il comprenait parfaitement la révolution des porte-avions, mais il comprenait également quelque chose d'autre. La guerre démontrait que les porte-avions avaient remplacé les cuirassés comme force centrale de la guerre navale. Mais cela ne rendait pas les cuirassés inutiles. Ils avaient encore de la valeur. Ils pouvaient encore combattre. Ils pouvaient encore gagner des batailles. Et Spruance voulait le prouver, pas seulement aux Japonais mais à sa propre marine. Parce qu'il voyait déjà le futur. Un futur où les cuirassés seraient considérés comme des reliques, des dinosaures,
des gaspillages coûteux de ressources mieux dépensées pour construire plus de porte-avions. Il voulait démontrer que les navires de surface américains, ces magnifiques machines d'acier équipées des meilleurs systèmes de contrôle de tir au monde, pouvaient encore livrer bataille et remporter des victoires décisives. Alors, il donna l'ordre. Task Group 50.9, les cuirassés Iowa et New Jersey, les croiseurs lourds Minneapolis et New Orleans, 4 destroyers et le porte-avions léger Cowpens pour la reconnaissance aérienne se détacheraient de la force principale et poursuivraient les navires japonais en fuite. Objectif : interception et destruction. Méthode : combat de surface. Certains de ces officiers pensaient que c'était une erreur. Pourquoi risquer des navires précieux? Pourquoi compliquer les choses? Les porte-avions pouvaient faire le travail proprement, efficacement, sans risque. Mais Spruance avait pris sa décision. Et dans quelques heures, il allait obtenir exactement ce qu'il voulait. La démonstration la plus spectaculaire de la supériorité du contrôle de tir dirigé par radar dans l'histoire de la guerre navale. 13 heures. À bord de l'USS Iowa, filant à 32 nœuds à travers les eaux azures du Pacifique, le capitaine John McCrae recevait des mises à jour continues de la salle radar. Les contacts étaient clairs sur l'écran. 4 échos distincts, se déplaçant vers le nord-est à des vitesses variables. Le Katori, navire le plus lent, plafonnait à 26 nœuds. Les destroyers, plus rapides et plus agiles, pouvaient atteindre 35 nœuds. Mais l'Iowa et le New Jersey étaient des bêtes différentes. Ces cuirassés de classe Iowa représentaient le sommet de la conception navale américaine. Longs de 887 pieds, presque 3 terrains de football, ils étaient les cuirassés les plus rapides jamais construits. Leur système de propulsion turbine à vapeur produisait 212 000 chevaux vapeur, suffisant pour propulser leurs 57 000 tonnes à 33 nœuds, 38 miles terrestres par heure. Pour un navire de cette taille, c'était presque miraculeux. La vitesse avait nécessité des compromis. Pour atteindre ces vitesses, la coque devait être longue et relativement étroite, seulement 108 pieds au mètre beau. Cela signifiait que le blindage devait être soigneusement priorisé. La ceinture principale faisait 12 pouces et quart d'épaisseur, assez pour arrêter la plupart des obus, mais pas invulnérable. Les faces des tourelles faisaient 17 pouces de blindage épais comme un avant-bras humain en acier trempé. Mais l'arme réelle de l'Iowa n'était ni sa vitesse ni son blindage. C'étaient ses canons, et plus important, les systèmes qui contrôlaient ces canons. 9 canons Mark 7 de 16 pouces calibre 50 montés dans 3 tourelles, 2 à l'avant, 1 à l'arrière. Chaque canon mesurait 66,7 pieds de long, de la culasse à la bouche. Chaque canon pesait plus de 120 tonnes, et chacun pouvait lancer un obus de 1200 kg sur une distance de plus de 23 miles, avec une précision mortelle. Mais ici, c'est la partie que les Japonais n'avaient jamais vraiment saisie. Ces canons ne tiraient pas en espérant toucher. Ils tiraient avec une précision calculée à la milliseconde par des ordinateurs mécaniques qui tenaient compte de chaque variable imaginable. Dans les entrailles du navire, dans une salle appelée le poste de contrôle de tir principal, l'ordinateur Rangekeeper ronronnait. Des engrenages tournaient, des cams se déplaçaient, des tringleries transmettaient des données, alimentées par un flux constant d'informations radar, portées à la cible, relèvement, vitesse estimée. Le Rangekeeper calculait et recalculait la solution de tir optimale plusieurs fois par seconde. Au-dessus, dans le directeur de tir Mark 38 monté au sommet du mât principal, le radar Mark 8 suivait les navires japonais avec une précision implacable. 32 milliards, 18,2 miles terrestres. Les Japonais étaient complètement invisibles à l'œil nu. Même avec des jumelles puissantes, on ne pouvait rien voir qu'un horizon vide et le ciel tropical. Mais sur l'écran radar, ils brillaient comme des étoiles. L'amiral Willis Lee, à la tête de la division de cuirassés depuis son poste sur l'Iowa, donna l'ordre que l'équipage avait attendu. Augmenter à vitesse de flanc. Préparer les tourelles principales pour l'action. Dans les tourelles massives, des centaines de marins se mirent au travail. Chaque tourelle était essentiellement un navire de guerre miniature à l'intérieur du navire de guerre. 3 niveaux sous le pont, dans les magasins, des obus perforants. Mark 8, 2700 livres d'acier et d'explosifs, étaient chargés sur des monts de charge. Au-dessus d'eux, des sacs de poudre de 110 livres enveloppés de soie étaient manipulés avec un soin religieux. Une étincelle, une décharge statique,
et toute la tourelle exploserait. Les culasses s'ouvraient avec des claquements hydrauliques lourds. Les obus étaient chargés, suivis des charges de poudre. Les culasses se fermaient. Les canons, pesant chacun plus qu'un camion entier, s'élevaient lentement vers leurs angles de tir calculés. Tout cela se passait automatiquement, contrôlé par le rangekeeper. Les canonniers n'avaient même pas besoin de voir la cible. Sur le pont, McCrae recevait des mises à jour continues. La portée diminuait régulièrement alors que les cuirassés rapides américains rattrapaient leur proie plus lente. 30 milliards, 28 milliards. À bord du Katori, l'officier aux jumelles commençait à comprendre que quelque chose n'allait pas. Ils avaient quitté Truk il y a des heures. Ils devraient être en sécurité maintenant. Mais les rapports radio, les quelques transmissions frénétiques et brouillées qu'ils pouvaient capter, suggéraient que des navires américains étaient à leur poursuite. Mais cela ne pouvait pas être. Ils ne voyaient rien. L'horizon derrière eux était vide. 25 milliards. 20 milliards. Et puis, à 14h27 exactement, à une portée de 14 500 yards, 7,4 miles terrestres, l'Iowa ouvrit le feu. Le bruit fut apocalyptique. La tourelle 2, les 3 canons au centre du navire, tira la première salve. 3 obus de 2700 livres quittèrent les bouches de canon à 2600 pieds par seconde. L'onde de choc qui suivit fut si violente qu'elle balaya physiquement le pont, arrachant tout ce qui n'était pas sécurisé. Des marins non protégés se trouvant sur les ponts extérieurs furent renversés. Certains subirent des ruptures de tympan simplement à cause de la surpression. Les déflecteurs de souffle, d'énormes plaques blindées conçues pour protéger le pont avant de l'explosion des canons, brillèrent momentanément rouge vif sous la chaleur. La fumée et les gaz de propulsion jaillirent en un nuage massif qui enveloppa temporairement tout le navire avant. Le recul fit trembler l'Iowa tout entier. 57 000 tonnes d'acier tressaillirent comme si elles avaient heurté un mur invisible. Et pendant ce temps, 3 obus, chacun pesant plus qu'une voiture compacte, montaient dans le ciel tropical dans une trajectoire parabolique parfaite. À bord du Katori, personne ne vit les obus venir. Comment le pourrait-il? Les obus voyageaient plus vite que le son. Le premier avertissement fut le hurlement aigu de l'air se déchirant alors que 3 tonnes d'acier tombaient du ciel à une vitesse dépassant 1600 pieds par seconde. Puis les geysers. Les 3 obus frappèrent l'eau à 50 yards du Katori, si près que les énormes colonnes d'eau s'élevant dans les airs trempèrent le pont du croiseur. Des marins se jetèrent au sol, certains priant, d'autres criant des ordres, tous comprenant en un instant horrible ce qui se passait. Ils étaient sous le feu, à une portée qui ne devrait pas être possible. Le capitaine Saji, commandant du Katori, hurla des ordres. Virage d'urgence tribord, vitesse maximale, écran de fumée. Mais même alors qu'il criait, il savait que c'était futile. Ses télémètres optiques ne pouvaient même pas voir l'ennemi. Comment pouvait-il riposter contre un adversaire invisible? 45 secondes plus tard, l'Iowa tira à nouveau. Cette fois, le rangekeeper avait ajusté. Les données radar avaient montré que la première salve était tombée courte et à gauche. L'ordinateur avait calculé la correction. Élévation augmentée de 0,3 degrés. Azimut décalé de 12 minutes d'angle. 3 obus de plus montèrent dans le ciel. Cette fois, ils ne manquèrent pas. L'obus qui frappa le Katori toucha juste derrière la tourelle avant. Ce n'était pas un obus perforant, contre un croiseur légèrement blindé. Ceux-ci auraient simplement percé de part en part sans exploser. C'était un obus à haute capacité Mark XIII, conçu pour exploser au contact et créer une fragmentation massive. 1900 livres d'acier et d'explosifs détonèrent avec une force qui défie toute description simple. La superstructure avant du Katori se désintégra simplement. La tourelle de canon fut arrachée de ses fondations et projetée dans l'eau. Un trou béant de 20 pieds de large s'ouvrit dans le pont. Des fragments d'acier surchauffés déchirèrent tout et tout le monde dans un rayon de 50 yards. Le pont fut balayé de marins comme un coup de vent balaye des feuilles. Le deuxième obus frappa au milieu du navire, pénétrant dans la salle des machines avant d'exploser. La détonation éventra le compartiment d'ingénierie, tuant instantanément toute l'équipe de quart. Des tuyaux de vapeur à haute pression éclatèrent, remplissant les espaces confinés avec de la vapeur à 700 degrés. Les marins dans les compartiments adjacents furent cuits vivants en quelques secondes. Le troisième obus manqua de quelques yards, explosant dans l'eau juste au large du flanc tribord, mais la détonation sous-marine était si puissante
qu'elle déforma les plaques de coque, ouvrant des dizaines de coutures. L'eau de mer commença à s'engouffrer. Tout cela se produisit en moins de 2 secondes. Sur le pont de l'Iowa, les observateurs regardaient à travers de puissantes lunettes de visée. À 7 miles de distance, ils pouvaient voir la fumée et le feu s'élevant du Katori. Le radar confirmait ce que leurs yeux voyaient, la cible ralentissait, sa signature de vitesse diminuant sur les écrans. Le rangekeeper ajusta. La tourelle 2 se rechargea. 35 secondes plus tard, 3 obus de plus étaient en l'air. À bord du Katori, le capitaine Saji comprit qu'il était en train de vivre ses derniers moments. Son navire était en train de mourir autour de lui. Les incendies faisaient rage. La salle des machines était éventrée. L'eau montait dans les compartiments inférieurs. Et les obus continuaient de tomber avec une régularité implacable, méthodique, comme un bourreau comptant les coups. Parce que c'était exactement ce que c'était. Une exécution. Le destroyer Maikaz, un navire consort qui avait accompagné le Katori hors de truc, vit ce qui se passait et prit une décision désespérée et héroïque. Son commandant ordonna un virage d'urgence vers les cuirassés américains distants. Il allait lancer une attaque à la torpille, la seule arme qu'il possédait qui pourrait potentiellement menacer ces géants invisibles. C'était de la bravoure pure. C'était aussi du suicide. Le Mékazé commença à générer un écran de fumée, libérant des nuages épais de fumée chimique blanche de ses générateurs de poupe. L'idée était de masquer la position du Katori, de donner aux croiseurs mourants une chance de s'échapper. En même temps, le destroyer pivota et accéléra vers les cuirassés américains, ses tubes lance-torpilles se tournant vers l'ennemi invisible. À 13h38, le Mékaz lança une salve complète, 8 torpilles, type 93, longue lance, les meilleures torpilles au monde, capables de parcourir plus de 20 miles à 48 nœuds. Mais la portée était trop grande. Les torpilles avaient été lancées à plus de 12 milliards, près de 7 miles. Elles filaient vers l'endroit où les cuirassés américains avaient été, pas où ils seraient quand les torpilles arriveraient. Sur l'Iowa et le New Jersey, les vigies repérèrent les sillages des torpilles. Les 2 cuirassés ajustèrent leur cap de quelques degrés. Les torpilles passèrent à des centaines de yards de distance, inoffensives. Le Maikazé avait joué sa seule carte, et maintenant il devait payer le prix. Les croiseurs lourds Minneapolis et New Orleans, qui avaient suivi les cuirassés à une distance de quelques miles, se rapprochèrent maintenant pour participer à l'action. Leurs canons de 8 pouces, plus petits que les monstres de 16 pouces de l'Iowa, mais toujours terriblement puissants, commencèrent à ajouter leur puissance de feu au déluge. Le Maikaz fut frappé par un barrage qui aurait pu couler 3 destroyers. Les obus de 8 pouces déchiquetèrent sa superstructure. Les obus de 16 pouces de l'Iowa, maintenant tirant à volonté, frappèrent avec une force qui pulvérisa littéralement des sections entières du navire. Un obus direct sur la tourelle avant du destroyer fit exploser le magasin de munitions. La détonation sympathique qui suivit arracha toute la proue du navire dans une boule de feu qui s'éleva à 300 pieds dans l'air. Le Mékaz continua à se battre. Ses canons de 5 pouces restants tiraient toujours, lançant des obus défiants mais inutiles vers un ennemi qu'il ne pouvait même pas voir. Son équipage, sachant qu'ils étaient morts, sachant qu'il n'y avait aucune échappatoire, continua à servir leurs armes jusqu'à la toute fin. À 13h43, 5 minutes après avoir ouvert le feu sur le Maikaz, les canons américains se turent. Pas parce qu'ils avaient reçu un ordre de cesser le feu, mais parce qu'il n'y avait plus de cible à engager. Le Maikazé n'existait plus. Le destroyer s'était brisé en 2, les 2 moitiés se soulevant dans les airs comme les mains d'un homme qui se noie avant de glisser sous les vagues. Tous les 315 hommes à bord périrent. Et le Katori? Le croiseur avait duré 11 minutes sous le feu continu de l'Iowa. 11 minutes pendant lesquelles 46 obus de 16 pouces et de 8 pouces avaient été tirés sur lui. Pas tous n'avaient touché, bien sûr, mais assez l'avaient fait. À 13h43, exactement au même moment où le Maikazé disparaissait sous les vagues, le Katori chavira. Le capitaine Saji et environ 300 membres de son équipage restèrent à bord alors que le navire se retournait. Certains par devoir, certains parce qu'ils étaient trop blessés pour bouger, certains parce qu'ils choisissaient de mourir avec leur navire. Quelques douzaines de survivants se retrouvèrent dans l'eau, s'accrochant à des débris. Le destroyer américain USS Burns
se rapprocha pour tenter un sauvetage. Une opération de sauvetage qui se transforma rapidement en quelque chose d'étrange et de troublant. Certains marins japonais, conditionnés par des années de propagande leur disant que les Américains les tortureraient s'ils étaient capturés, refusèrent le sauvetage. Certains se suicidèrent plutôt que d'accepter l'aide. D'autres, dans un état de choc traumatique et de désorientation, tentèrent même d'attaquer les marins américains qui essayèrent de les sauver. Le Burns sauva 19 hommes du Katori. Plus de 500 étaient à mort. Mais l'engagement n'était pas terminé. Le destroyer Nowaki, le plus rapide des navires japonais, avait vu ce qui était arrivé au Katori et au Maikaze. Son commandant était un homme intelligent. Il comprit immédiatement que se battre était inutile. Leurs canons ne pouvaient même pas atteindre l'ennemi. Leurs torpilles ne pouvaient pas toucher des cibles à cette portée. Toute tentative d'engager serait simplement un suicide lent. Donc il courut. Le Nowaki pivota et se dirigea plein nord à vitesse de flanc. Ses turbines hurlaient, poussant le destroyer léger à plus de 35 nœuds. De la fumée noire jaillissait de ses cheminées alors qu'il forçait chaque once de puissance de ses salles des machines. L'Iowa et le New Jersey se lancèrent à sa poursuite. C'était d'une certaine manière absurde. 2 cuirassés de 57 000 tonnes chassant un destroyer de 2 000 tonnes à travers le Pacifique, comme 2 éléphants poursuivant un lièvre. Mais Spruance voulait ce combat. Il voulait repousser les systèmes à leurs limites absolues. Il voulait voir jusqu'où ses canons dirigés par radar pouvaient vraiment toucher. Et maintenant, il allait découvrir. La poursuite dura plus d'1 heure. Le Nowaki était rapide, mais les cuirassés de classe Iowa étaient plus rapides que tout cuirassé qui avait jamais navigué auparavant. Lentement, inexorablement, il gagnait du terrain. Mais lentement est un mot relatif. À 33 nœuds contre 35 nœuds, la différence de vitesse n'était que de 2 nœuds, environ 2,3 miles terrestres par heure. Cela signifierait des heures avant qu'il ne se rapproche à portée de tir effective. Sauf que portée de tir effective, pour les cuirassés de classe Iowa, n'était pas ce que quiconque, y compris les Américains eux-mêmes, avait pleinement compris. À 15h10, la portée entre les poursuivants et le Nowaki était de 35 700 yards, 20,3 miles terrestres. À cette distance, le destroyer était complètement invisible à l'œil nu. Même avec des jumelles puissantes, même dans la clarté parfaite d'un après-midi tropical, il n'y avait rien à voir qu'une ligne d'horizon vide. Mais sur les écrans radars, le Nowaki était parfaitement visible. L'amiral Lee, depuis son poste de commandement sur l'Iowa, prit une décision. Ils n'allaient pas rattraper le Nowaki avant la tombée de la nuit, mais ils avaient une occasion unique ici, une occasion de tester les systèmes dans des conditions que personne n'avait jamais essayées auparavant. Il donna l'ordre d'ouvrir le feu, à portée maximale. Dans la salle de contrôle de tir, les opérateurs du Rangekeeper entrèrent les paramètres. Portée, 35 700 yards. Vitesse de la cible, 35 nœuds. Cap de la cible, 0,10 degrés. Vent, 12 nœuds de l'est. Température, 82 degrés Fahrenheit. L'ordinateur mécanique ronronna, ses milliers d'engrenages tournant, calculant la trajectoire balistique parfaite. L'élévation nécessaire était extrême. À cette portée, les canons devaient être pointés à un angle de presque 45 degrés, comme de l'artillerie tirant par-dessus une montagne. À 15h11, le New Jersey tira la première salve. Le temps de vol des obus à cette portée était de plus de 80 secondes. Plus d'1 minute pendant laquelle les obus, maintenant presque invisibles, perdus quelque part dans le ciel tropical, montaient à leur apogée de 45 000 pieds. Plus de 13 km d'altitude, bien au-dessus de l'altitude de croisière de la plupart des avions commerciaux modernes, puis redescendaient. Les observateurs sur le New Jersey regardaient à travers des télescopes haute puissance, essayant de repérer où les obus tomberaient. Il y eut 3 geysers d'eau massifs, si loin qu'ils étaient à peine visibles. Mais le radar les suivit. Les obus étaient tombés à 400 yards du Nowaki. À 20 miles de distance, 400 yards d'erreur. C'était extraordinaire. Le Rangekeeper ajusta. Le New Jersey rechargea. 45 secondes plus tard, 3 obus de plus étaient en l'air. Cette fois, ils tombèrent à moins de 200 yards. Si près que le commandant du Nowaki, regardant en arrière, vit les geysers massifs s'élever. Il comprit en cet instant que les impossibles Américains essayaient de le couler à une portée qui défiait toute compréhension.
Il ordonna un virage en zigzag d'urgence. Peut-être que les manœuvres évasives lui sauveraient la vie. L'Iowa tira, puis le New Jersey tira à nouveau, puis l'Iowa. Les salves continuèrent, méthodiques, implacables, chacune se rapprochant de plus en plus. Sur le Nowaki, des éclats d'obus commencèrent à pleuvoir sur le pont, alors que les quasi-impacts explosaient dans l'eau juste au large. Les fragments d'acier surchauffés déchirèrent les ponts, blessèrent des marins, endommagèrent l'équipement. Mais aucun coup direct ne fut marqué. À 15h47, après avoir tiré 30 obus à portée maximale, les cuirassés cessèrent le feu. Non pas parce qu'ils avaient coulé le Nowaki, le destroyer, endommagé mais toujours navigable, continuait à fuir vers le nord. Non pas parce qu'ils étaient à court de munitions, mais parce qu'ils avaient prouvé leur point. Ils avaient engagé une cible à 35 700 yards, 20,3 miles terrestres, et avaient failli la toucher. À une portée qui, selon toute doctrine navale précédente, aurait dû être totalement inefficace, ils avaient placé des obus à quelques yards d'un petit destroyer en manœuvre. C'était un record. Le tir d'artillerie navale le plus long entre navires de surface jamais enregistré dans l'histoire. Et c'est un record qui ne sera jamais battu. Parce qu'aucun cuirassé n'a été construit depuis. Parce que l'ère du canon naval comme arme de guerre de surface principale s'est terminée dans les années 1940. Le dernier tir de combat par un cuirassé contre un autre navire de surface s'est produit au large de Truk le 17 février 1944. Le Nowaki s'échappa ce jour-là. Il survécut jusqu'au 26 octobre 1944, quand il fut coulé par des avions embarqués américains pendant la bataille du golfe de Leyte. Même le destroyer le plus chanceux ne pouvait pas courir éternellement. Les nouvelles de l'engagement filtrèrent jusqu'à Tokyo dans les jours qui suivirent. Au début, les rapports étaient confus, contradictoires. Des transmissions radio fragmentées du Nowaki, des témoignages de survivants, des observateurs côtiers japonais sur des îles voisines qui avaient vu des parties de l'action de loin. Mais même à travers la confusion, certains faits ressortaient avec une clarté brutale. Les cuirassés américains avaient engagé à des portées que la doctrine japonaise considérait comme impraticables. Ils avaient marqué des coups rapidement, efficacement. Ils avaient coulé des navires sans jamais être menacés par le feu de riposte. Pour les planificateurs navals au quartier général de la flotte combinée, ce fut un choc plus profond que n'importe quelle défaite tactique, parce que ce n'était pas seulement une question de perdre 3 navires. Le Japon avait perdu des centaines de navires depuis Pearl Harbor. Ce qui était choquant, c'était la manière dont ils avaient été perdus. Comprenez. La stratégie navale japonaise entière depuis 1905 avait été construite autour de l'idée que, dans un combat de surface décisif, certains facteurs s'équilibreraient. Oui, les Américains avaient plus de navires. Oui, ils avaient une capacité industrielle supérieure. Mais au combat réel, les facteurs humains comptaient. L'entraînement japonais était supérieur. Les équipages japonais étaient plus expérimentés. L'esprit combatif japonais, le Yamato Damashi, la volonté de se battre jusqu'à la mort, compenserait tout désavantage matériel. Truk démontra que c'était de la pensée magique. Un esprit combatif supérieur ne pouvait pas compenser le fait d'être touché par des obus tirés d'au-delà de la portée visuelle. Un excellent entraînement d'équipage n'avait pas d'importance si l'ennemi pouvait calculer des solutions de tir plus rapidement et plus précisément, qu'aucun équipage humain ne pouvait le faire avec des viseurs optiques seuls. Des tactiques supérieures n'avaient aucun sens si l'ennemi pouvait engager à des portées où ces tactiques ne pouvaient même pas être employées. Le courage du Maikaze, son attaque héroïque mais futile, avait été magnifique. Mais cela n'avait servi à rien. Le navire avait été détruit en quelques minutes par un ennemi qu'il ne pouvait même pas voir. C'était la leçon que Truk enseignait, et c'était une leçon que les planificateurs navals japonais ne voulaient pas apprendre, parce qu'apprendre cette leçon signifiait admettre que toute leur philosophie de guerre navale était dépassée. Cela signifiait admettre que la guerre était déjà perdue. Un officier naval japonais, interrogé après la guerre par les historiens américains, décrivit le sentiment lorsque les rapports de Truk atteignirent le quartier général. Nous savions alors que nous combattions une guerre que nous avions déjà perdue. Pas seulement la bataille, mais la guerre. Ils pouvaient faire des choses que nous ne pouvions pas faire, construire des choses que nous ne pouvions pas construire. Et ils pouvaient le faire plus vite et mieux que nous. Nous avions espéré que l'esprit combatif compenserait.
Après Truk, nous savions que ce ne serait pas le cas. Cette réalisation se répandit à travers la flotte combinée comme un poison lent. Pas d'un coup, pas uniformément. Certains officiers s'accrochaient encore à l'espoir d'une bataille décisive. Certains croyaient encore qu'une grande victoire, un coup écrasant, pourrait forcer les Américains à négocier une paix. Mais de plus en plus, l'humeur dominante était fataliste. La question n'était pas de savoir si le Japon perdrait, c'était quand et à quel coût. Les ingénieurs navals japonais étudièrent les rapports et réalisèrent enfin à quel point ils étaient en retard en technologie de contrôle de tir. Des plans furent dessinés pour équiper le Yamato et le Musashi de systèmes de radar améliorés, pour intégrer le radar dans leurs calculs de contrôle de tir comme les Américains l'avaient fait. Mais il était trop tard. En février 1944, le Japon manquait de capacité industrielle pour mettre en œuvre de telles mises à niveau. Il manquait de temps. Il manquait de ressources. Il manquait de plus en plus d'espoir. Yamato et Musashi, les plus grands cuirassés jamais construits, montés avec les canons les plus puissants jamais mis en mer, ne tireraient jamais sur un cuirassé ennemi. Leurs énormes canons de 18 pouces, capables en théorie de couler n'importe quel navire à flot, ne trouveraient jamais leur cible prévue. Le Musashi fut coulé en octobre 1944 pendant la bataille du golfe de Leyte, submergé par des vagues successives d'avions embarqués américains. Il fallut 19 coups de torpille et 17 bombes pour l'envoyer par le fond. Ces canons de 18 pouces avaient tiré sur des avions, sur des destroyers au loin. Jamais sur un cuirassé. Le Yamato fut coulé en avril 1945, lors d'une mission suicide vers Okinawa. L'opération Ichigo, une mission à sens unique, le cuirassé n'avait même pas assez de carburant pour un voyage de retour. L'idée était qu'il s'échouerait sur les plages d'Okinawa et servirait de batterie côtière jusqu'à ce qu'il soit détruit. Il ne s'approcha jamais d'Okinawa. Des avions embarqués américains le coulèrent en mer ouverte. Il fallut des heures de bombardement et de torpillage continu. Mais à la fin, le plus grand cuirassé jamais construit glissa sous les vagues, emportant avec lui plus de 3000 marins. Ces canons massifs de 18 pouces n'avaient jamais engagé leur ennemi prévu. Maintenant, parlons de l'ironie la plus profonde de toute cette histoire. L'engagement au large de Truk prouva de manière décisive la supériorité des systèmes de contrôle de tir dirigés par radar. Il démontra que les cuirassés de classe Iowa pouvaient toucher des cibles à des portées qui semblaient presque magiques. Il terrifia les planificateurs navals japonais et valida la vision de Spruance selon laquelle les navires de surface américains étaient toujours pertinents, toujours capables. Mais au moment où cette preuve fut livrée, elle n'avait plus d'importance, parce que les cuirassés étaient déjà obsolètes. L'engagement au large de Truk fut la seule fois où l'USS Iowa tira ses canons principaux sur des navires de surface ennemis pendant toute la Seconde Guerre mondiale. La seule fois. Le New Jersey de même. Ces magnifiques machines, équipées des meilleurs systèmes de contrôle de tir au monde, capables de toucher des cibles à 23 miles. Elles n'eurent jamais une autre occasion de prouver leur capacité au combat de surface. Pourquoi? Parce que les porte-avions avaient déjà gagné. La mer de Corail en mai 1942 l'avait prouvé. Midway en juin 1942 l'avait confirmé. Chaque engagement majeur depuis lors l'avait renforcé. La guerre navale n'était plus une question de canons et de blindage. C'était une question d'avions et de portée. Un porte-avions pouvait projeter de la puissance sur 200 miles. Un cuirassé, même avec le contrôle de tir dirigé par radar le plus avancé au monde, pouvait toucher à 23 miles. La mathématique était simple et brutale. Au golfe de Leyte en octobre 1944, la plus grande bataille navale de l'histoire, des cuirassés étaient présents. Ils tirèrent leurs canons. Mais la bataille fut décidée par des avions. Les cuirassés japonais qui se frayèrent un chemin à travers le détroit de Surigao furent détruits par des cuirassés américains plus âgés dans ce qui fut le dernier affrontement cuirassé contre cuirassé de l'histoire. Mais même cet engagement fut secondaire par rapport à l'action des porte-avions. En 1944, le rôle du cuirassé avait été réduit à 3 fonctions. Bombardement côtier, escorte anti-aérienne pour les porte-avions, et occasionnellement, comme à Truk, traquer des navires ennemis endommagés ou inférieurs. Les navires de classe Iowa étaient, en un sens, l'expression ultime d'un système d'armes mourant. Plus rapide que n'importe quel cuirassé avant eux, plus précis, plus sophistiqué.
équipés de technologies qui semblaient presque magiques, et pourtant toujours des cuirassés, toujours liés à un mode de guerre que les avions avaient rendu fondamentalement obsolète. Ils étaient de magnifiques anachronismes, des chefs-d'œuvre d'ingénierie construits pour combattre une guerre qui n'existait plus. Pensez-y, les cuirassés de classe Iowa représentaient le summum de 5 siècles d'évolution de l'artillerie navale. Depuis les premiers canons navals montés sur des galères au XVIe siècle jusqu'aux ordinateurs de contrôle de tir analogique sophistiqués de la Seconde Guerre mondiale, chaque avancée en métallurgie, en balistique, en optique, en mathématiques, avait abouti à ces navires. Et au moment où ils furent achevés, au moment où ils prouvèrent qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils étaient conçus pour faire, ils n'étaient déjà plus l'arme décisive. C'est ce que les amiraux japonais n'avaient jamais pleinement compris. Ce n'était pas seulement que les canons de l'Iowa pouvaient toucher à 23 miles, c'était que toucher à 23 miles n'avait plus d'importance. Pas quand les avions embarqués pouvaient frapper à 200 miles. Pas quand un seul porte-avions pouvait projeter plus de puissance destructrice qu'un escadron entier de cuirassés. La question n'était pas de savoir si les cuirassés japonais pouvaient égaler les cuirassés américains dans un duel d'artillerie. La question était de savoir si les cuirassés comptaient encore du tout. Et la réponse, à la mi-1944, était de plus en plus non. Les 4 cuirassés de classe Iowa eurent des carrières longues mais étranges. Après la Seconde Guerre mondiale, ils furent mis en réserve, puis réactivés pour la guerre de Corée où ils fournirent du bombardement côtier. L'Iowa et le New Jersey tirèrent leurs canons de 16 pouces contre des positions ennemies en Corée, pulvérisant des bunkers et des installations côtières avec une précision qui aurait stupéfié les artilleurs de n'importe quelle génération précédente. Le New Jersey fut réactivé à nouveau pour le Vietnam, bombardant le long de la côte nord vietnamienne. Dans les années 1980, les 4 navires furent remis en service une dernière fois, dans le cadre du programme de marine de 600 navires du président Reagan. Ils furent modernisés avec des missiles de croisière Tomahawk, des missiles anti-navires Harpoon, des systèmes défensifs Phalanx CIWS. Leurs énormes canons de 16 pouces furent conservés, toujours fonctionnels, toujours capables. Pendant l'opération Desert Storm en 1991, le Missouri et le Wisconsin bombardèrent des positions irakiennes au Koweït. Le Wisconsin tira le dernier coup de canon de 16 pouces jamais tiré en colère par un navire de la marine américaine le 6 février 1991, presque exactement 47 ans après l'engagement au large de Truk. Puis ils furent désarmés pour la dernière fois. Même modernisés avec des missiles, ils étaient des reliques. Les missiles de croisière qu'ils portaient pouvaient être lancés depuis des navires beaucoup plus petits et moins chers. Leurs canons, aussi impressionnants qu'ils soient, ne pouvaient pas égaler la portée et la précision des armes guidées modernes. Maintenant, les 4 sont des navires musées. L'USS Iowa est amarré à San Pedro, en Californie, surplombant le port de Los Angeles. L'USS New Jersey est à Camden, New Jersey, en face de Philadelphie. L'USS Missouri est à Pearl Harbor, amarré à quelques centaines de mètres de l'USS Arizona, un lien symbolique entre le début et la fin de la guerre du Pacifique. L'USS Wisconsin est à Norfolk, en Virginie, dans la plus grande base navale du monde. Des dizaines de milliers de visiteurs montent à bord chaque année. Ils marchent sur les ponts où se tenaient les marins. Ils entrent dans les tourelles et s'émerveillent devant les énormes canons. Ils descendent dans les salles des machines et voient les turbines géantes qui propulsaient ces navires à des vitesses qui semblent impossibles pour des objets de cette taille. Mais l'ère qu'ils représentent est révolue à jamais. L'âge du cuirassé ne s'est pas terminé par une dernière bataille dramatique. Bien qu'il y ait eu des batailles dramatiques, il s'est terminé par une reconnaissance tranquille et graduelle que d'autres armes étaient simplement plus efficaces. Les missiles avaient une portée plus longue que les canons. Les avions pouvaient frapper plus loin encore. Les sous-marins pouvaient se cacher d'une manière que les navires de surface ne pouvaient jamais. Et tout cela pouvait être fait avec des plateformes plus petites, moins chères, plus faciles à construire et à entretenir. Les cuirassés ne sont pas devenus obsolètes parce qu'ils ne pouvaient pas faire leur travail. Ils sont devenus obsolètes parce que d'autres armes pouvaient faire le même travail mieux, plus loin, plus efficacement. Mais pour les hommes qui servirent sur l'Iowa et le New Jersey le 17 février 1944, rien de tout cela n'importait. Pour l'équipage qui avait chargé ces obus massifs,
chacun pesant plus qu'une voiture compacte, dans les monts de charge et dans les culasses des canons. Pour les opérateurs radars qui avaient suivi les cibles sur leurs écrans. Pour les officiers de contrôle de tir qui avaient supervisé le rangekeeper alors qu'il calculait ses solutions. Pour les canonniers qui avaient appuyé sur les déclencheurs et senti le navire entier trembler sous le recul. Pour eux, Truk prouva quelque chose d'important. Cela prouva que leur navire comptait, que leurs armes comptaient, que leur entraînement et leurs compétences comptaient, que même dans une guerre dominée par les porte-avions et les sous-marins, il y avait encore une place pour les gros canons. Ils avaient tort, bien sûr, l'histoire le prouverait. Mais à ce moment, dans les eaux au nord-ouest de Truk, avec la fumée montant du lagon derrière eux et le record du tir naval à la plus longue portée établi, un record qui ne serait jamais battu, ils avaient toutes les raisons de croire qu'ils comptaient. Le capitaine McCrae écrivit dans son rapport d'action après l'engagement « L'engagement démontre l'efficacité du contrôle de tir dirigé par radar à des portées étendues. Katori a été rapidement détruit malgré ses tentatives d'évasion. Le tir de riposte ennemi était inefficace. Recommande que les futurs engagements de surface emploient le tir dirigé par radar à portée maximale comme doctrine standard. » Ces recommandations furent notées, déposées et discrètement oubliées. Parce qu'au moment où le rapport atteignit Washington, les planificateurs se concentraient déjà sur l'invasion des Mariannes, sur les opérations de porte-avions massives, sur la guerre sous-marine qui étranglait les lignes de ravitaillement japonaises, sur tout sauf le combat cuirassé contre cuirassé, qui semblait de plus en plus improbable de se reproduire. Et ils avaient raison. L'engagement au large de Truk fut en effet le dernier de son genre. Mais cela ne le rendait pas sans importance, parce que ce qui s'est passé au large de Truk ce jour-là n'était pas seulement une question de couler quelques navires, c'était une question de démontrer, à l'ennemi, à ses propres forces, à l'histoire elle-même, ce qui était possible quand la technologie de pointe rencontrait un entraînement excellent et une doctrine sonore. C'était une question de prouver que la révolution du radar et des ordinateurs n'était pas seulement théorique. C'était réel, c'était dévastateur. Et cela changeait fondamentalement les règles de l'engagement naval. Les Japonais l'avaient appris trop tard pour que cela importe pour l'issue de la guerre. Mais ils l'avaient appris. Et peut-être que c'est la vraie leçon de Truk. Pas que les cuirassés américains étaient supérieurs aux cuirassés japonais, bien qu'ils l'étaient. Pas que la technologie l'emporte toujours sur le courage, bien que trop souvent elle le fasse. La vraie leçon est celle-ci. Quand les fondements de votre stratégie sont construits sur des hypothèses dépassées, peu importe à quel point vous exécutez cette stratégie, vous avez déjà perdu. Les Japonais avaient construit toute leur doctrine navale autour de l'idée que les batailles se gagneraient à portée moyenne, où l'élément humain comptait le plus. Ils avaient formé leurs équipages pendant des décennies pour cette réalité. Ils avaient conçu leurs navires pour cette réalité. Ils avaient planifié leur stratégie entière autour de cette réalité. Et puis la réalité elle-même avait changé. Le radar et les ordinateurs de contrôle de tir avaient rendu leur doctrine aussi obsolète que les voiles et les canons à âme lisse. Mais ils ne pouvaient pas le voir, pas vraiment, pas viscéralement, jusqu'à ce que l'Iowa et le New Jersey le leur démontrent de la manière la plus brutale possible. En coulant leurs navires depuis au-delà de l'horizon, le bilan final de l'opération Hailstone fait une lecture sinistre. Du point de vue japonais, plus de 250 avions détruits, 3 croiseurs légers coulés, 6 destroyers coulés, 32 navires marchands et transports, totalisant plus de 200 000 tonnes, envoyés par le fond, des installations de carburant détruites, des dépôts de munitions pulvérisés, des milliers de tonnes de fournitures perdues, pertes américaines, 25 avions abattus, environ 40 aviateurs tués ou portés disparus, pas un seul navire de surface endommagé. C'était un massacre. Truk, le Gibraltar du Pacifique, la forteresse qui avait semblé imprenable pendant 2 ans, fut rendue complètement inutile en 48 heures. La garnison japonaise qui y resta, plus de 40 000 soldats et marins, fut isolée, affamée, bombardée périodiquement par les raids aériens américains, mais essentiellement oubliée. Ils restèrent là jusqu'à la fin de la guerre, inutiles, impuissants, mourant lentement de maladie et de malnutrition. Comme base opérationnelle fonctionnelle, Truk cessa d'exister le 18 février 1944, et l'engagement de surface, le combat de canon de 90 minutes qui coula le Katori et le Maikaze,
qui établit le record de tir naval à longue portée, qui démontra les capacités révolutionnaires du cuirassé de classe Iowa, fut presque oublié dans la destruction plus large. Presque, mais pas complètement. Parce que pour les historiens navals qui étudieraient plus tard cette période, l'engagement au large de Truk représentait quelque chose de crucial, le moment où l'ancienne ère de la guerre navale mourut et où la nouvelle naquit. Ce ne fut pas un moment dramatique. Il n'y eut pas de déclaration solennelle, pas de traité signé, juste un après-midi tropical où des cuirassés armés de radars et d'ordinateurs mécaniques prouvèrent qu'ils pouvaient faire des choses qui auraient semblé magiques une génération plus tôt. Et en prouvant qu'ils pouvaient le faire, ils prouvèrent aussi qu'ils n'avaient plus besoin de le faire, parce que les porte-avions pouvaient faire encore mieux. Aujourd'hui, si vous visitez l'USS Iowa à San Pedro, vous pouvez monter à bord et explorer le navire. Vous pouvez vous tenir sur le pont avant, entre les tourelles massives 1 et 2, et essayer d'imaginer ce que c'était que de sentir ces canons tirer, le bruit qui vous assourdirait, la surpression qui vous jetterait au sol si vous n'étiez pas préparé, le navire entier tremblant comme s'il avait heurté un récif. Vous pouvez descendre dans les tourelles elles-mêmes, maintenant silencieuses, froides, les canons pointés vers le ciel à un angle neutre. Les énormes culasses sont ouvertes, figées dans une position qui n'a pas changé depuis des décennies. Les sièges où s'asseyaient les canonniers sont toujours là, usés par des milliers d'heures de service. Vous pouvez descendre plus profondément encore, dans les magasins où les obus étaient stockés. Les espaces sont vides maintenant, bien sûr. Pas de projectiles de 1200 kg alignés sur des étagères. Pas de sacs de poudre enveloppés de soie. Juste de l'acier peint et des lumières électriques et le silence. Et si vous allez dans la salle de contrôle de tir, maintenant une exposition muséale avec des pancartes explicatives et des barrières de velours pour empêcher les visiteurs de toucher l'équipement, vous pouvez voir le rangekeeper lui-même, il est toujours là. Des milliers d'engrenages et de cames et de tringleries, tous usinés avec une précision microscopique, tous parfaitement préservés. Il n'a pas calculé une solution de tir depuis 1991. Il ne calculera plus jamais une solution de tir. Mais il est là, un monument à l'ingéniosité humaine. Une machine construite pour tuer, oui, mais aussi une machine qui représentait le summum de ce qui était possible avec la technologie mécanique analogique. C'était, à sa manière, une œuvre d'art. Et les guides du musée, souvent d'anciens marins de la marine eux-mêmes, des volontaires qui ont servi sur d'autres navires à d'autres époques, vous raconteront l'histoire de Truk. Ils vous parleront de l'engagement au large de Truk le 17 février 1944. Ils vous diront comment l'Iowa et le New Jersey ont coulé 3 navires japonais à des portées qui semblaient impossibles. Ils vous parleront du record, 35 700 yards, 20,3 miles terrestres, le plus long tir d'artillerie navale entre navires de surface jamais enregistré. Un record qui ne sera jamais battu. Et puis ils ajouteront, presque comme une réflexion après coup, c'était la seule fois où l'Iowa a tiré sur des navires ennemis pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Une fois. 90 minutes de combat de surface dans une guerre qui a duré près de 4 ans. C'est ce que représente le cuirassé en tant que système d'armes au milieu du XXe siècle. Une puissance énorme, une capacité incroyable, une technologie révolutionnaire, et presque aucune occasion de l'utiliser de la manière pour laquelle il avait été conçu. Il y a une autre partie de cette histoire qui mérite d'être racontée. Une partie qui est souvent oubliée dans les récits de supériorité technologique et de domination américaine. Les hommes à bord du Katori et du Maikaze savaient qu'ils allaient mourir. Ils le savaient probablement dès le moment où ils ont vu ces premiers geysers d'eau s'élever près de leur navire. Ils le savaient certainement après les premiers coups directs. Leur navire était surpassé, dépassé, condamné. Et pourtant, ils ont continué à se battre. L'équipage du Maikaze aurait pu se rendre. Ils auraient pu abandonner le navire. Au lieu de cela, ils ont lancé une attaque à la torpille désespérée contre un ennemi qu'ils ne pouvaient même pas voir, essayant de protéger le Katori. Et quand cela a échoué, ils ont continué à tirer leurs canons jusqu'à ce que les tourelles elles-mêmes explosent. Le capitaine Saji, à bord du Katori, est resté sur le pont alors que son navire chavirait, partageant le destin de son équipage. C'était du courage. Du courage pur et simple, même si c'était du courage au service d'une cause perdue, même si c'était du courage rendu inutile par la supériorité technologique.
Les hommes qui sont morts au large de Truk ce jour-là, les 500 du Katori, les 315 du Maikaz, les équipages des autres navires, étaient les victimes non seulement des canons américains, mais d'un échec de leur propre commandement à comprendre comment la guerre avait changé. Ils sont morts en se battant courageusement dans une bataille qu'ils ne pouvaient pas gagner, utilisant des tactiques qui ne pouvaient pas réussir, défendant une doctrine qui était déjà obsolète. Et c'est peut-être la tragédie la plus profonde de toute cette histoire. Pas que des navires ont été coulés, pas que la technologie a triomphé du courage, mais que des hommes courageux sont morts inutilement parce que leurs dirigeants avaient construit une stratégie entière sur des hypothèses qui n'étaient plus vraies. Si vous retirez une chose de cette histoire, que ce soit ceci, la supériorité technologique compte. Elle compte énormément. Mais ce n'est pas la technologie elle-même qui est décisive, c'est la compréhension de ce que la technologie change. Les Japonais savaient que les Américains avaient du radar. Ils savaient que les Américains avaient des systèmes de contrôle de tir sophistiqués. Ils connaissaient les spécifications techniques. Ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre sans le vivre, c'était comment cette technologie changeait fondamentalement les règles de l'engagement. Elle ne rendait pas seulement les canons plus précis, elle rendait toute leur approche de la guerre navale obsolète. Et au moment où ils l'ont appris, il était trop tard pour faire quoi que ce soit. C'est la vraie leçon de Truk, pas les chiffres, bien que les chiffres soient impressionnants. Pas le record, bien que le record soit remarquable. Mais ceci, quand le paradigme change, ceux qui s'accrochent à l'ancien paradigme perdent. Peu importe à quel point ils sont courageux, peu importe à quel point ils sont qualifiés, peu importe combien ils croient en leur méthode. Le monde a changé. Et ils ne l'ont pas compris assez tôt. Les cuirassés de classe Iowa étaient magnifiques. Ils représentaient de l'apogée d'un demi-millénaire d'évolution de l'artillerie navale. Ils pouvaient en faire des choses que les générations précédentes de marins auraient considérées comme de la magie pure. Et au moment où ils ont prouvé qu'ils pouvaient le faire, cela n'avait déjà plus d'importance. Parce que le paradigme avait changé. L'ère du cuirassé était terminée. L'ère du porte-avions était arrivée. Et aucune quantité de perfection dans l'ancienne ère ne pouvait changer cela. Voilà l'histoire de la façon dont 2 cuirassés américains ont coulé 3 navires japonais à des distances qui auraient dû être impossibles. C'est l'histoire d'un record qui ne sera jamais battu. C'est l'histoire de la supériorité technologique triomphant de la doctrine et du courage. Mais c'est aussi l'histoire de la façon dont même la victoire totale dans un paradigme mourant ne signifie rien quand le monde a déjà évolué. Les canons de l'Iowa sont silencieux maintenant. Ils le resteront pour toujours. Mais pendant 90 minutes, le 17 février 1944, au large d'un lagon brûlant dans le Pacifique tropical, ils ont parlé. Et leur message a résonné à travers les océans jusqu'à Tokyo, jusqu'à Washington, jusqu'à l'avenir lui-même. Ils ont dit « L'ancienne ère est terminée. Une nouvelle ère a commencé. Et ceux qui ne peuvent pas s'adapter ne survivront pas. » C'était une leçon que le Japon a apprise trop tard. C'est une leçon que chaque génération doit réapprendre. Et c'est une leçon qui, aujourd'hui encore, mérite d'être racontée.